Après ces témoignages rares, forts, sans tabou et sans réserve de ces 5 policiers sur la violence qu'ils subissent, celle qu'ils côtoient, mais aussi sur celle qui les ronge de l'intérieur et que parfois ils provoquent, je propose maintenant d'ouvrir le débat sur le malaise de notre police avec mes invités. Claire Tesson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et la réalisatrice de ce documentaire qui nous a permis effectivement d'entendre une parole très rare de nos policiers. À vos côtés, Maggie Piskupski, bonsoir. Bonsoir. Gardienne de la paix, affectée à une brigade anticriminalité de nuit depuis 3 ans dans les Yvelines. Vous êtes la présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. Christian Moana, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et directeur du CESDIP, c'est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Ça fait 20 ans que vous observez notre police. À vos côtés, Denis Jacob, bonsoir. Bonsoir. Policier depuis 30 ans et vous présidez le syndicat alternatif police CFDT. Oui. Et enfin, Perrine Salé, porte-parole des femmes de policiers en colère. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir tout au long de ce débat sur les multiples aspects de cette violence qui est le quotidien des policiers et les raisons de leur malaise. Mais ce qui est particulièrement frappant dans le documentaire et qu'on entend rarement, c'est cette violence plus intime, cette violence intérieure dont souffrent les policiers. Une violence avec laquelle ils doivent composer au jour le jour pour qu'elle ne les submerge pas et ne les fasse pas déraper. Vous êtes reconnu dans le témoignage de ces policiers qui sont épuisés, qui sont sur le fil et qui ont peur parfois de déraper. C'est quelque chose qui a retenti en vous? Oui. Déjà, je voudrais vous remercier pour le reportage. Enfin, le documentaire, c'est très important. On n'est pas en colère juste pour un effet de mode ou autre. Et il n'y a plus de respect ni de la tenue, ni de la profession. Et surtout, de l'institution qu'on représente. Oui, on a envie de se faire justice nous-mêmes. Et justement, est-ce que parfois vous avez effectivement senti que la colère pouvait vous submerger? Et comment vous êtes arrivé à vous contrôler dans ce cas-là? Les collègues. C'est la famille police. Moi, je l'aime. Et nos collègues, on s'entraide. On s'entraide tout le temps. Vous parlez beaucoup de ça? Oui. Entre nous, oui. on n'est pas pudique entre flics. On se dit les choses. C'est vrai que quand on rentre chez nous, c'est pas pareil, mais on se dit les choses. Et le constat est le même. Et toujours les mêmes paroles, les mêmes. Ouais, j'ai craqué, j'en peux plus. Quoi. J'en peux plus. Le mec, ça fait 20 fois qu'on le fait. Il a rien, il nous rit au nez. C'est pénible. Et c'est pénible parce qu'en arrêtant toujours les mêmes délinquants, on a l'impression d'être inutile. Et ce qui ressort dans votre documentaire, je ne sais pas si vous allez appuyer mes propos, c'est qu'en tant que flic, on a besoin d'être utile. On a embrassé, pour moi, l'une des plus belles professions du monde, vraiment parce qu'elle est riche, etc. Et là, on arrive à un point où voilà, on rentre dedans et c'est de désillusion en désillusion. La politique du chiffre. On va expliquer ça, on va décortiquer ça, on va bien sûr y revenir. Est-ce que, quand vous avez commencé ce documentaire, Claire Tesson, vous attendiez à des paroles aussi franches? Alors non, mais je pense que ces paroles franches, elles viennent après un long travail. J'ai bu beaucoup de café justement avec des policiers, parfois à des horaires tardives après leurs horaires de service, et il a fallu qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe et qu'ils comprennent que on n'était pas là ni pour les juger, ni pour les mettre sur un piédestal, mais simplement pour donner pour une fois, la parole à l'humain sous l'uniforme et vraiment laisser parler leur humanité, on va dire. Mais c'est très rare d'entendre un policier dire qu'il a peur parfois de lui-même, tellement il peut être épuisé, dégoûté, harassé. C'est quand même étonnant Moi, d'entendre cette parole. J'étais assez surprise d'entendre cette parole parce que j'attendais plutôt des discours assez empreints de fierté sur la profession, sur leur métier. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait presque une peur parfois d'eux-mêmes, en fait, avec toute cette pression autour et ce quotidien qui est extrêmement violent. Parfois, ils ont presque peur d'eux-mêmes. Et je pense que ces longues interviews, ces longs moments passés ensemble, presque, ils l'ont réalisé à ce moment-là. En fait, c'était des choses qui étaient parfois jamais sorties, en fait. Denis Jacob, vous êtes policier depuis 30 ans maintenant. Cette souffrance des policiers, ce désarroi qu'on mesure vraiment très bien, vous l'avez senti, vous s'aggravez au fil du temps? Alors, malheureusement, ce que l'on aborde aujourd'hui n'est pas d'aujourd'hui. Moi, je l'ai connu quand j'étais encore en service, il y a maintenant quelques années, un peu plus de 20 ans. Mais oui, avoir la boule au ventre, je l'ai personnellement connu. Avoir peur de tourner en car police secours, je l'ai eu. Ça m'a conduit à changer de service parce que je ne me sentais pas en capacité d'assurer la sécurité de mes propres collègues. Donc, à l'époque, j'ai quitté ce qu'on appelle le service général pour m'orienter vers l'îlotage. Donc quelque chose qui est un peu moins violent, mais qui me permettait d'être au contact direct de la population. La différence aujourd'hui, c'est que la violence à l'encontre des collègues
a augmenté, mais d'une extrémité à laquelle j'aurais jamais pu m'attendre quand je travaillais sur le terrain. À l'époque, on se faisait caillasser, c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. On se faisait tirer à coups de lance-pierre et de billes d'acier. Aujourd'hui, on nous tire dessus. On n'hésite pas à essayer de nous tuer. Et c'est ça, et c'est puissance 10 par rapport à ce que moi, ou puissance 100, par rapport à ce que j'ai pu vivre à l'époque. Donc oui, c'est monté crescendo. Et avec un nombre de suicides de policiers qui ne cesse d'augmenter. Là, cette année, il y a encore... L'année n'est pas terminée, malheureusement, il est déjà élevé. Voilà, on est à l'équivalent de l'année 2016. C'est toujours trop, mais j'ai connu des époques où c'était bien pire. En 96, on en a eu 71 dans la seule année. J'ai personnellement connu 2 suicides dans ma propre brigade quand j'étais sur le terrain. Christian Mouana. Oui, je peux peut-être ajouter, mettre en perspective, parce que c'est difficile de dire si la délinquance ou la violence a augmenté. C'est un discours qu'on entend depuis quasi toujours dans la police. J'ai des collègues historiens qui travaillent là-dessus et on voit depuis très longtemps, on a cette proclamation de délinquants de plus en plus violents, de difficultés de plus en plus grandes. Je crois qu'il y a une évolution aussi très nette, c'est que avant, ça ne se disait pas dans la police et surtout ça ne se disait pas face au public qu'on avait peur. Il faut attendre 2001 à peu près pour entendre des policiers qui dans la rue acceptent de dire qu'ils ont peur de se faire agresser, etc. Avant, on n'en parlait pas. La fierté du policier, c'était on passe partout et on ne dit rien. Et le deuxième aspect qui est plus récent, c'est de montrer cette usure des policiers et de l'organisation policière. Ça, on l'entend depuis l'année dernière à peu près, où on entend des policiers dire et en plus, nous sommes fatigués. Nous avons peur et nous sommes fatigués. Ce qui étaient des termes qui se disaient en interne, mais ne se disaient pas du tout face au public. Je pense que c'est un type de malaise que vous allez retrouver dans énormément de services publics, qu'on va retrouver à l'hôpital, qu'on va retrouver à l'université. Alors, c'est pas pour relativiser. Il y a les dangers ne sont pas aussi grands, bien entendu, que par rapport à la police, mais on voit bien qu'il y a une usure du fonctionnement des organisations policières, qu'il y a une usure, on y reviendra peut-être, des stratégies policières. Bien sûr, on voit comment là, on est dans une espèce d'impasse et que comment, on a parlé un peu de culture du chiffre, comment les policiers ne s'y retrouvent pas aussi parce que leur organisation fonctionne mal. Perrine Saleh, vous êtes très jeune, mais au sein de l'association donc de femmes de policiers en colère, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes de policiers pensent que vraiment que leurs conjoints sont dans une souffrance de plus en plus importante? C'est ce qu'elles vous disent, c'est ce qu'elles vous racontent? Oui, complètement. Il suffit de faire un petit tour sur notre page Facebook ou sur le groupe Facebook pour se rendre compte de la détresse en fait qu'elles ont ces femmes-là, parce que comme le disait Maggie tout à l'heure, ils n'en parlent pas, les policiers. Quand ils rentrent du travail, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Pour protéger leurs femmes? Pour protéger leurs femmes, pour protéger leur famille et pour un petit peu... Eux, ils voient que l'horreur du monde. Ils voient toutes les circonstances les plus dramatiques, les plus difficiles. Ils veulent pas ça pour leur famille, ils veulent pas ça pour leurs enfants, ils veulent pas ça pour leurs femmes. Et ils veulent pas non plus rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude qu'elles ont de base. Parce que oui, c'est un métier à risque, effectivement, on est conscient de ces risques-là, ils ne cessent d'accroître. Et maintenant, on a en plus l'impression que les compagnes ou compagnons et les enfants se sentent aussi inquiets. Ah, complètement, on est extrêmement inquiets et on ne cesse d'essayer d'échanger avec nos compagnons et d'échanger entre nous. Ça a été la libération, c'est de pouvoir échanger entre nous et de dire oui, je suis inquiète, il n'est pas rentré ou mon enfant a peur, il se fait harceler à l'école parce que papa est policier, parce que papa est CRS, alors que c'est un métier magnifique, comme le disait Maggie. Et du coup, on hésite à le dire, qu'on est policier? On le dit pas. On le dit pas. Ils sont fonctionnaires, ils sont policiers. Ça ne sort jamais. Le fait qu'ils soient policiers, ça ne sort jamais, ou presque pas. Et pareil pour nous les femmes. Oui. Allez-y, je vous passe la parole. Pour confirmer, effectivement, je pense que c'est toujours le cas, mais quand on arrive au commissariat, quand on est au vestiaire, on laisse ses problèmes au vestiaire et on met l'uniforme. Et quand on sort du commissariat, on laisse quelque part ce qu'on a vécu en service et on rentre à la maison et on gère ce qu'on a à gérer. Et ça, et Maggie le disait très justement tout à l'heure, on est des hommes et des femmes, quoi. On est des êtres humains. Et on a de l'émotion, on peut avoir de la colère, mais on peut avoir de la peine, on peut avoir de la frustration. Et tout ça, il faut le vivre au quotidien. Et malheureusement, souvent, la famille sert de punching ball. C'est-à-dire, sert aussi de défouloir. Parce que c'est, hormis discuter avec les collègues, c'est le seul endroit où, malheureusement, on peut se défouler. Et la police, comme d'autres professions, mais surtout la police, c'est quand même le corps de métier où il y a le plus grand nombre de divorces.
Allez-y, vous pour rebondir aussi sur le fait de parler de ses peurs, de ce qui ne va pas, moi j'ai eu le sentiment, en parlant à beaucoup de policiers, que parler c'était quand même assez tabou dans l'institution. Il y a des psychologues dans la police, mais ces psychologues ils sont pas forcément débordés puisque les policiers eux-mêmes ont peur en fait de se livrer. Ils pensent que ça va apparaître dans leur dossier. C'est pas leur culture peut-être. C'est pas dans la culture de la police. Ils pensent que ça va apparaître dans leur dossier, que ça va nuire à leur carrière. Et ils ne saisissent pas en fait finalement cette opportunité de pouvoir parler parce que ils en ont peur en fait. Même s'il n'y a peut-être pas assez de psychologues quand même dans la police, mais c'est effectivement. Les psychologues, c'est très difficile. Vous savez, le niveau de salaire d'un psychologue dans la police, c'est pas le niveau de salaire dans le privé, et on a beaucoup de difficultés à recruter les psychologues. Ouais. À l'automne dernier, les policiers sont descendus dans la rue pour crier leur colère contre la haine anti-flic et leurs conditions de travail. Donc c'est après ce drame de Viry-Châtillon, le 8 octobre 2016, en région parisienne. 2 véhicules de police avaient été pris d'assaut par un groupe d'individus cagoulés munis de 13 cocktails Molotov. C'était embrasé en plein jour. 2 policiers en étaient ressortis gravement brûlés. 2 autres un peu moins gravement. Il y a d'ailleurs un policier qui est toujours hospitalisé, qui subit toujours des greffes actuellement. Regardez un extrait du documentaire et on poursuit le débat. C'est quand même 4 vies, quoi. C'est des mères de famille, c'est des pères de famille, c'est des frères, c'est des sœurs qu'on voit brûler. Alors une fois de plus, la population a soutenu et s'est sentie policier l'espace de 48 heures. Ça crée une certaine émotion dans les foyers, mais à côté de ça, rien ne change, quoi. Rien ne change. On n'est pas formé à se faire brûler la gueule, hein, je suis désolé, mais 2000 € par mois pour se faire brûler la gueule, ou se faire tirer dessus, ou tirer sur quelqu'un, moi je laisse ça à quelqu'un d'autre. Hein. Maggie Biskupski, pour vous, cette agression extrêmement barbare, pour vous, c'est l'agression de trop, c'est vraiment la haine, le paroxysme de l'anti-flic? Oui, ça fait peur, ça fait peur. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Jenny la semaine dernière. Je l'appelle Madame Courage. C'est l'une des policières qui était dans la voiture. Hein. Exactement, c'est la policière qui était dans la voiture. Je l'appelle Madame Courage parce qu'elle a failli mourir et quand on a commencé à prendre contact, elle m'a dit, pardonnez-moi l'expression, mais je l'aime cette putain de tenue. Elle a raison. Elle a raison, mais à côté de ça, j'ai hâte, entre guillemets, de voir le procès parce que la plupart du temps, il s'agit de mineurs. Et le procès va devoir répondre à une attaque où on a voulu tuer du flic. Moi, ça me fait peur. Perrine Salé, l'association donc des femmes de policiers en colère, a été créée après cette agression. Après cette agression et surtout le mouvement de ras-le-bol en fait est monté après l'affaire Théo où on a condamné la police dans son ensemble pour ces actes dont l'enquête est toujours en cours. Mais justement, c'est quoi dans l'affaire Théo, on rappelle ce jeune homme victime de viol, d'une matraque. Ce qui a choqué beaucoup les policiers et leurs familles, c'est la venue du président le lendemain à son chevet, alors que rien ne pouvait dire ce qui s'était passé à ce moment-là. Tout à fait. En fait, que le chef de l'État se rend au chevet d'une personne très bien qui est hospitalisée, effectivement, mais par contre, il ne s'est pas déplacé pour aller voir Vincent, ni Jenny à l'hôpital. Il ne s'est pas déplacé pour tous ces policiers qui ont été agressés. Il ne s'est pas déplacé non plus pour aller voir les familles dont les policiers s'étaient suicidés. C'est un message très négatif envoyé aux policiers, ça? Ah mais complètement. Le souci, c'est que quand on a un homme d'État, qu'il soit ministre ou qu'il soit président de la République, qui va au chevet, on peut le comprendre. Humainement, on peut le comprendre. Ça, je le critique pas. Mais c'est un geste fort vis-à-vis des policiers, contre les policiers, alors qu'on envoie le directeur général ou le ministre de l'Intérieur au chevet de nos collègues. Et ils y sont allés a posteriori. Voilà. Donc non, c'est des signes qui sont décourageants vis-à-vis des policiers qui considèrent déjà qu'ils n'ont pas de reconnaissance de l'État. Donc effectivement, on ne peut pas avoir ce genre de geste politique avant même de savoir ce qui s'est passé dans une affaire mettant en cause des policiers. Christian Moina, est-ce que vous qui observez depuis longtemps la police, vous avez l'impression qu'aujourd'hui les Français n'aiment pas leur police? Ouais, on a des chiffres qui sont à peu près stables depuis très longtemps, on a environ 75-80% de la population qui aime sa police et qui est prêt à la soutenir et qui ne la critique pas du tout.
Puis dans les 20% qui restent, alors on a évidemment le noyau dur des délinquants qui évidemment n'aiment pas la police, mais on a aussi toute une frange de la population qui dit nous avons besoin de police, nous nous sentons en insécurité, mais la police telle qu'elle fonctionne actuellement ne nous convient pas parce que quand on veut leur parler, on ne peut pas accéder, on ne peut pas voir des policiers, vous parliez d'îlotage, de policiers dans la rue à qui on peut parler normalement hors de situation d'urgence où forcément tout le monde est tendu. On a, et ça c'est l'une des stratégies qu'on peut critiquer, c'est qu'on a contribué, les gestionnaires de la police, à casser une certaine forme de lien qu'il y avait avec une partie de la population qui était dans ces quartiers difficiles notamment, qui était issue de ces minorités ethniques dont on parle beaucoup, même si la classification pose problème, mais qui n'étaient pas forcément délinquantes. Et donc on est plutôt à encourager le contrôle. C'est l'un des problèmes numéro 1, c'est le contrôle d'identité, on pourra en reparler, qui n'est pas un acte qui permet de découvrir de la délinquance, mais qui est un acte par lequel le policier s'est dit à un moment dans le reportage, instaure un rapport de force. Et qu'il ait raison ou tort, c'est que le problème est qu'on rentre en contact avec la police quand on est un jeune dans certains quartiers à travers ce contrôle d'identité. On a quand même l'impression qu'après les attentats de Charlie Hebdo, lors de la grande manifestation, il y a eu quand même des mouvements, des choses très très fortes qui se sont passées vraiment avec les Parisiens et les Français qui Mais vous aviez toujours 80% de gens qui aimaient la police et une minorité qui continuait à critiquer la police, y compris durant cette période. Oui, effectivement, il y a eu des mesures de prise pour casser ce lien entre la police et la population. C'est un fait. L'îlotage était un bon moyen de créer ces liens avec la population, mais aussi un bon moyen d'avoir des informations sur ce qui se passait sur le terrain. Mais pas que, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un abandon des politiques en général sur des quartiers difficiles où la population ne va pas aujourd'hui soutenir la police. Ils sont abandonnés. C'est-à-dire qu'on a enlevé tous les services publics de ces secteurs-là. Et aujourd'hui, on dit pourquoi on va soutenir la police, le seul représentant de l'État présent, puisque de toute façon, on nous abandonne. Donc cette population-là, certes, elle nous aime bien, elle veut bien nous soutenir, mais elle ne prendra pas le risque de l'afficher publiquement parce qu'ils sont abandonnés et en plus, ils feront l'objet de représailles. Je vous passe la parole juste après. On va du coup regarder un extrait du documentaire Le témoignage de Sierra, un jeune gardien de la paix de 25 ans. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il a intégré la police dans la région parisienne. Regardez. Quand vous contrôlez, vous êtes dans un quartier, le monsieur ne sait pas forcément faire, il est toujours en train de bouger, il ne veut pas rester en place. Vous passez un peu près de son sexe, il n'est pas content, donc du coup, ça commence à chauffer un peu. Ma théorie, c'est que je me calque sur l'attitude de l'individu que je contrôle. S'il est courtois, je serai courtois, s'il est con, je serai con. Et tout le monde le sait que je peux être un gros con. De plus qu'on a la loi avec nous, donc on a toujours moyen de trouver une bricole, que ce soit pour taper au portefeuille, ou si un individu, par exemple, il n'a pas sa pièce d'identité, on peut le ramener 4 heures au poste pour une vérification. On peut lui faire perdre sa soirée. Un témoignage, effectivement, qui pose des questions. Denis Jacob, vous avez travaillé, vous aussi, en région parisienne, dans une brigade de la police anticriminalité. Ça se passait comment? D'abord, est-ce que vous pouviez rentrer partout? Est-ce que vous étiez formé? Vous aviez des tuteurs pour vous? Comment ça se passait à cette époque-là? Ce que j'ai entendu de la part de collègues, je peux le comprendre. Je ne peux pas le cautionner. Moi, quand je suis rentré dans la police, on m'a dit, pour être respecté, il faut être respectable. C'est pas parce qu'on t'insulte que tu dois insulter. Et quand je suis rentré dans la police, on avait ce qu'on appelait les anciens. Et ça commençait tout bêtement. Quand vous montiez dans le car police-secours, les anciens, ils avaient leur place attitrée. Si vous aviez le malheur de prendre leur place, on vous houspillait et on vous mettait, c'est-à-dire à la place du jeune, derrière le conducteur. Quand on intervenait, nos collègues nous disaient « Attention, dans cette cité-là, on a tel problème. Tu fais pas comme ça, tu fais pas comme ci. Il faut intervenir de telle manière. Tu fais attention parce que voilà, il y a des jets de projectiles et tout ça. » Enfin, on était encadrés par nos propres collègues. Je parle pas de la hiérarchie, par nos propres collègues. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a une absence de politique de fidélisation des fonctionnaires de police dans les quartiers difficiles. Ce n'est pas en donnant une prime de quelques milliers d'euros qu'on va garder des gens qui sont déracinés depuis des années, parce que la grande majorité des policiers viennent quand même de province et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est partir. Et donc, on n'a pas mis véritablement une politique en place pour les fidéliser, les garder sur Paris avec du social, du logement, enfin tout ce qui va autour. Donc, on a un turnover aujourd'hui qui est tellement important qu'au bout de 4-5 ans, eh bien, les collègues ont changé soit de service, soit ont obtenu une mutation en province, et donc on se retrouve avec des jeunes qui arrivent de province en sortie d'école, qui sont
balancés sur le terrain comme ça, sans aucun repère, parce qu'en général, ils ne connaissent pas la vie urbaine et les problématiques urbaines. Et donc, eh bien, on a des comportements que je peux comprendre de la part de la population, qui peuvent être contestables. Oui. D'expérience aussi, de ce qu'on peut voir sur les femmes des forces de l'ordre en colère, et aussi de mon expérience personnelle, à force d'avoir parlé avec des policiers, il y a un point qui a soulevé, c'est qu'il y a aussi un ras-le-bol chez les anciens. Il y a un ras-le-bol chez les anciens, et puis ils laissent aussi un petit peu faire le jeune qui arrive, parce que je connais des jeunes gardiens de la paix, forcément je suis relativement jeune et je communique beaucoup avec eux. Les anciens, ils en ont marre. Oui, j'ai eu le malheur de dire sur une chaîne concurrente à la vôtre aujourd'hui que quand on arrivait dans une cité, on baissait le pantalon, et excusez-moi d'être trivial, et on repartait la queue entre les jambes. Voilà. Ça m'a valu à l'époque, dans mes premières interventions médiatiques en tant que délégué local, les foudres du ministre Chevènement. On nous demandait de ne pas intervenir dans les quartiers parce que c'était, je rappelle quand même, c'était dans les années 90, c'était pas il y a 5 ans. Donc on avait déjà ce problème de zone de non-droit, parce que je pense qu'il faut pas avoir peur de dire qu'en France, il y a des zones de non-droit. C'est pas tabou. Je pense que c'est plutôt courageux de le dire. Et puis, une fois qu'on l'a dit, de s'y attaquer et de trouver des solutions. Oui, on n'intervenait pas comme on voulait. Quand j'ai été îlotier, alors j'ai travaillé dans une cité à l'époque qui était très chaude, c'est Villeneuve-la-Garenne, qui à l'époque avait la plus grande barre d'Europe, 450 mètres de long, 10 étages, 4 kilomètres de cave. Eh bien, quand on était dans cette cité-là, on ne prenait pas le risque de longer les murs. Un de mes collègues a pris à l'époque du 10e étage une plaque de béton sur la tête. Il a eu un traumatisme crânien. Ça lui a permis malheureusement d'avoir une mutation dans un endroit beaucoup plus tranquille. Mais voilà, donc non, on n'intervient pas comme on veut, quand on veut. On a des consignes. On sait pertinemment que si on y va d'initiative, on aura les reproches de la hiérarchie d'aller dans des zones où on nous avait recommandé de ne pas y aller parce qu'on provoque, selon les termes de nos dirigeants, de nos autorités. Voilà, donc non, on ne peut pas intervenir partout en toute sécurité. De toute façon, pour la sécurité de nos propres collègues, je pense qu'ils en ont conscience, ils évitent autant que faire se peut d'y aller. Et quand ils y vont, eh bien, on n'y va pas à deux, on y va en général en renfort. Vous voulez réagir toutes les deux? Moi, j'ai observé, en rencontrant beaucoup de policiers, qu'il y avait un véritable clivage générationnel entre des jeunes policiers qui sont pour beaucoup en Île-de-France et qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes, finalement, avec assez peu d'encadrement, parce qu'on n'arrive pas voilà. Oui, c'est étonnant d'entendre ce jeune homme, la Sierra, qui a quand même 25 ans, qui se qualifie un peu de chien fou, et qu'on met tout jeune dans une zone sensible où on sent qu'il peut se passer, et il le dit, il dit « si en face de moi j'ai un con, je suis con ». On se dit qu'il y a un problème quand même d'encadrement et de formation, je ne sais pas. Non, alors, totalement. C'est ce qu'on dénonce, c'est ce qu'on reproche à nos syndicats. Rien n'est fait pour nous aider. En gros, vous allez en école, c'est 1 an, ni plus ni moins de bourrage de crâne de droit pénal. C'est pas non plus n'importe quoi. Vous avez 2 mois de stage et c'est tout. Et vous arrivez, en gros, la police, on vous donne une caisse à outils. Dans la caisse à outils, on peut tuer, on peut blesser. Et on met les plus jeunes dans des situations difficiles comme ça. Exactement. On prise les gens de liberté individuelle, etc. Et tout au long de votre carrière, c'est vous qui gérez votre caisse à outils. Mais à côté de ça, si vous vous loupez, vous n'avez aucun soutien. La difficulté, elle est là. Et c'est ce qu'on dénonce. On a laissé ça. Donc vous avez une caisse à outils qui peut être très bien si elle était vraiment bien exploitée, si on était vraiment bien encadré, si on était vraiment surtout bien géré. Christian Moana, ce lien avec la police, il est vraiment rompu? Mais il est rompu, d'autant plus rompu qu'il y a des gens qui appellent police secours et qui n'ont pas de réponse parce qu'on a peur d'aller dans ces quartiers-là. Les policiers ont peur d'aller. À l'inverse, à d'autres moments, dans les mêmes quartiers, on va avoir une compagnie de CRS avec des contrôles d'identité 3 ou 4 fois par jour. Et c'est donc cette espèce de déséquilibre qu'on a entre eux et qui est analysé depuis assez longtemps. C'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir pour changer les choses. Soit trop de police, soit pas assez de police, mais jamais on a une revendication. On voudrait des policiers normaux à qui on pourrait parler. Et ça revient chez beaucoup de gens. Alors bien entendu, pas chez les grands délinquants ou les gens qui agressent les policiers. Ceux-là méritent un autre traitement. Mais toute cette frange de la population qui se sent réellement abandonnée, le mot a été dit, qui, quand ils voient la police, ils en voient trop. Il y a une espèce d'effet de saturation. Et ça aussi, on le voit. Donc, ou trop ou pas assez. Quand on en a besoin, elle n'est pas là. Quand on n'en a pas besoin, elle nous retarde parce qu'on va au travail, on va à l'école et on est contrôlé. Et c'est là où il y a un problème qui naît dès le départ, avant même que le policier et son humanité puissent se révéler dans l'interaction. Je rebondis par rapport à la population, mais je comprends parfaitement. Mais quand vous êtes 3 fonctionnaires, moi je suis en bac,
3 collègues de bac pour 5 circonscriptions, 5 villes. Parce que la nuit, c'est mutualisé chez nous. Donc vous êtes en patrouille, il y a 10 km d'écart, vous êtes appelé pour un cambriolage en cours. Ça, c'est notre adrénaline. Ça, c'est notre truc, c'est voilà, arrêter les méchants, on est rentré pour ça. Vous pouvez pas, un cambriolage en cours, ça joue sur 4 minutes. C'est vraiment, il faut être là tout de suite, parce qu'un bon cambrioleur, ça va très vite. Vous arrivez, 10 minutes, les gens s'en prennent à vous, et on essaye d'expliquer. Mais au bout de la 30e, 40e, 50e fois, où vous expliquez, vous avez plus envie. Vous avez plus envie. De toute façon, la hiérarchie s'en fout, les pouvoirs publics s'en fichent, tout le monde s'en fiche. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur dites, c'est pas grave. On cherche plus à dialoguer. Et je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est le fait de laisser sa police, de pas avoir suffisamment de moyens que l'on dénonce, qui apporte cette situation. Justement, là, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vient d'annoncer au titre du budget 2018 que près de 196 millions d'euros vont être débloqués pour les équipements des policiers, dont 50 millions d'euros pour leur rénovation, recrutement de 10 000 policiers sur le quinquennat. Par exemple, est-ce que ça vous satisfait? 10 000 policiers sur le quinquennat, j'aimerais savoir le nombre de collègues de départ en retraite. Parce qu'à chaque fois, c'est ça qu'on reproche aussi, c'est les effets d'annonce. Et nous, policiers de terrain, franchement, on ne voit rien. La seule chose qu'on a vue, c'est suite au Bataclan, on a eu des gilets lourds, des casques et des armes. Et encore, les armes dans un coffre, on marche encore sur la tête. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un ras-le-bol, parce que même quand on voit qu'on essaie d'avoir des avancées, on les voit pas. Alors 10 000 collègues sur le terrain, il y en a autant qui partent en retraite. La balance, elle est jamais équilibrée. Alors c'est beau les effets d'annonce, c'est pareil. Mais 200 millions d'euros, c'est quand même... Oui, et les 526 millions d'euros qui a été annoncé d'économie en juillet, si je fais la soustraction de tout ce qui a été annoncé, on est à moins 6 000. Il est où le vrai discours? Il est où le vrai dialogue? Et l'argent? Monsieur Cazeneuve avait annoncé 250 millions d'euros. J'ai été surprise sur un débat d'entendre, on les a eus, d'un autre syndicat. On n'a rien eu. 250 millions d'euros qui ont été annoncés au mois d'octobre, rabotés au Sénat le 16 novembre à 100 millions, pour au final dire on va attendre le budget. À chaque fois, c'est ça. Il y a des annonces, il y a des choses de faites, et on n'a rien. La vérité, elle est là. Vous voudriez quoi? Qu'on vous écoute, vous les policiers, et que vous disiez vous ce dont vous avez besoin? Exactement, on demande à être reçu et entendu, parce que pour moi, il y a une chose qui me paraît, mais d'une logique, et qui est tellement facile à mettre en place, un budget fixe. La police, là, elle a 10 ans de retard, surtout, sur les moyens, etc. C'est quand même pas compliqué de mettre en place un budget fixe, ça évite les effets d'annonce, et de choisir chaque année un item. C'est-à-dire une fois un commissariat, une fois... Exactement, un commissariat d'Île-de-France, un commissariat de province. Allez. Et les collègues le verront, puisque le sauront également. Et puis c'est pareil, on se plaint des radios, etc. Les radios, c'est notre fil rouge. Moi, j'ai été... Les radios dans les voitures, vous voulez dire? Les voitures embarquées, oui. et nos radios. Je suis donc en Île-de-France, où j'interviens dans une cité. Il y a quelques jours, on a subi des émeutes, des violences. Il y a 4 jours, je subissais un guet-apens avec mes collègues quand même. Et puis vous parlez beaucoup sur les ondes, et vous êtes tout seul à un moment, et vous regardez votre radio, et vous voyez que votre radio, elle est encore en fin de vie. C'est ma vie, ma radio. Donc c'est simple, c'est un budget fixe annoncé, et cette année, c'est les radios. Les collègues n'ont pas besoin d'avoir tant de matériel que ça, mais au moins de voir les avancées. Toutes les radios sont changées. Je peux vous assurer que les collègues, ils seraient satisfaits. Arrêtez avec les effets des annonces, écoutez-nous. Beaucoup de collègues sont obligés d'utiliser leur téléphone portable. Parce que dans des lieux où ils interviennent, la radio ne fonctionne pas forcément. Donc on utilise le téléphone portable. Sur le budget, bon, je ne vais pas rentrer dans des explications budgétaires, mais un départ à la retraite permet un recrutement. Voilà, ça fonctionne comme ça. Pas plus, pas moins. Le budget, il y a un effort qui est consenti en 2018, mais on ne va pas régler en un an ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il y a eu une absence d'anticipation sur la mise à niveau de la police nationale en matière immobilière, en matière de moyens, matériels, véhicules. Et on peut faire tous les effets que l'on veut. On ne réglera rien en un an. Il faut qu'il y ait un véritable état des lieux de la police nationale qui soit fait. Mais avec la participation des policiers. Bien sûr. Et des citoyens, ce serait bien. La première personne qui peut faire part de ce qui ne va pas, comme d'ailleurs pour l'exercice des missions, c'est quand même l'expérience du policier sur le terrain. C'est quand même lui qui est le mieux placé pour dire ce qui va pas, ce qui lui manque, comment on pourrait faire autrement, améliorer. Et donc cet état des lieux permettrait de chiffrer ce que l'on doit faire sur tous les points problématiques. Et une fois qu'on a chiffré, eh bien, le politique doit dire on engage un plan pluriannuel en fonction du chiffrement, parce que on ne va pas mettre 1 milliard en une année pour tout faire. Donc si c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, eh bien les politiques sont là pour dire, eh bien voilà, il faut 3 ans, 5 ans, 10 ans pour remettre à niveau la police. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Juste pour finir, est-ce que les politiques essayent de régler la question de fond de ce malaise?
Je pense que les politiques ont extrêmement peur de leur police, qu'ils ont peur des réactions des policiers. Ça n'a pas forcément l'air, mais je pense qu'ils sont extrêmement prudents, qu'ils sont toujours très prudents. On a vu là, on a annonce d'une nouvelle forme de police de proximité ou pas de proximité, on ne sait pas trop. Tout se fait en catimini, il n'y a pas de débat public sur comment ça va se monter, il n'y a pas d'échange là-dessus, c'est quand même assez surprenant, peu avec les syndicats, pas du tout avec le reste de la population. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas du tout comme ça. On est quand même dans un modèle en France où l'État décide pour lui-même. Pourquoi ? Parce que la police, c'est avant tout la chose de l'État en France. Les priorités sont fixées par l'État. Certes, on se préoccupe du citoyen, mais c'est avant tout l'État qui compte. Un service d'ordre, quand il y a une personnalité, va mobiliser. Là, on va trouver du personnel. Quand il s'agit de régler des problèmes de sécurité, là, on va s'arranger. Si on peut, on y va. Si on peut pas, on n'y va pas. Ça a été dit. Et on a quand même ce problème d'une paralysie, cette peur, toujours l'accusation de laxisme. Par exemple, on a entendu police de proximité égale laxisme. Dans d'autres pays, la police de proximité est considérée comme une police très offensive. C'est pas parce qu'on est présent sur le terrain qu'on est laxiste, qu'on est gentil ou qu'on fait du social. Donc, il y a ce mélange-là qui fait que on est dans des fantasmes et avec une peur, une espèce de paralysie. On n'ose pas avancer des choses, on n'ose pas négocier. Et surtout, on ne veut pas ouvrir la police quand on est sur le plan politique. On se sert de la police pour gérer certaines manifestations et on ne veut pas ouvrir au public. Or, je pense que l'un des chemins qu'il faut creuser, l'un des sillons qu'il faut creuser, c'est comment on peut avoir une police, non pas qui est uniquement à contrôler les citoyens, mais qui travaille avec les citoyens pour avancer. Il y a des réflexions dans d'autres pays là-dessus. Et en France, on aimerait bien que ça émerge un peu plus. On arrive à la fin de l'émission. 30 secondes, vous deux qui avez levé la main. Très rapidement. Dire que les politiques ont peur de leur police, je ne pense pas. Le problème, c'est qu'on veut régler le problème uniquement sur le prisme policier. Non, il faut voir la politique de la ville, la politique sociale. Enfin, c'est une question de politique publique dans sa globalité qu'il faut prendre en compte pour régler ces problèmes. Tant qu'on ne le fera pas, on ne réglera rien. Mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être pour réagir à tout ce que vous voulez dire. Si vous voulez réconcilier vraiment la population avec votre police, il va falloir arrêter la politique du chiffre. Employer vraiment la policier en qualité de policier. Quand je vois qu'on est soumis à ramener des petites quantités de drogue parce que c'est une résolution d'affaires immédiate, etc., et qu'on va laisser le trafiquant qui est en plus dans la cité, voilà, le vrai problème, il est là. La politique du chiffre tue la police. Et forcément écorne l'image, parce que quand on passe plus de temps à être employé sur des contrôles routiers avec obligation de verbalisation, à côté de ça, on laisse courir les délinquants. Donc ce qui gangrène la police et ce qui tue notre image, c'est la politique du chiffre, ni plus ni moins. Donc finalement, les policiers sont encore plus mal aimés par l'État que par la population. Finalement, oui, c'est ce qui se dessine là, parce qu'en fait, les gens, finalement, ont l'air d'aimer leur police. C'est ça qu'il faut aussi qu'ils entendent. Bravo en tout cas, franchement, pour ce documentaire qui est rare. C'était tout à fait remarquable. Merci à tous les 5 d'être venus débattre. Vous pourrez revoir ce documentaire Police sur le fil et le débat évidemment sur le site internet de France TV. Et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h50 pour une nouvelle émission du Monde en face. En attendant, passez une excellente fin de soirée sur France 5. Bonsoir.